L'obésité infantile, fléau des temps modernes. Une équipe de chercheurs vient de faire une découverte prometteuse. Équipe dirigée à Lille par le professeur Frogel. Bonjour Philippe Frogel. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Médecin, enseignant-chercheur en endocrinologie, biologie moléculaire, généticien également. D'abord, avant de revenir sur cette découverte, quelle est l'ampleur de ce phénomène de l'obésité infantile, que ce soit dans le monde ou notamment dans les Hauts-de-France? Il y a 150 millions d'enfants qui sont en situation d'obésité dans le monde. En France, c'est très mal connu. À Lille, nous avons montré en classe de CP qu'il y avait 20% des enfants qui étaient en surpoids ou qui étaient en train de le devenir. Et au moment de Covid, c'est monté à 40%. Heureusement, ça est redescendu depuis. Simplement, on est très inquiet pour la génération des enfants Covid qui maintenant rentrent en CM2 et donc nous allons les étudier. Vous dites que vous êtes inquiet, mais quelles sont les conséquences finalement de l'obésité infantile? L'obésité infantile, d'abord, c'est un risque important d'être en situation d'obésité quand on est adolescent. Et là, c'est pas très facile d'intervenir chez des adolescents. Tous les parents savent ça. Et les médecins aussi. Et ensuite, le risque, si on est en situation d'obésité à 14-15 ans, le risque est énorme de l'être quand on est jeune adulte. Et là, les conséquences sont très mauvaises au niveau affectif, au niveau social, pour avoir un travail. Et puis, on s'aperçoit que les personnes qui ont une obésité dans l'enfance et l'adolescence ont plus de diabète, plus de maladies cardiovasculaires, plus de cancers que les autres. Et donc, une obésité de l'enfant, c'est à long terme très mauvais. Là, ce sont les conséquences. Mais alors, arrêtons-nous un peu sur les causes, justement. Quelles sont-elles? Elles sont peut-être multifactorielles? Les causes, c'est en grande partie héréditaire, génétique. On dit environ 60 à 70%. Mais bien entendu, il faut un effet de l'environnement. L'environnement, par exemple, pendant la vie fœtale, ça joue un rôle, notamment chez les prématurés. Et puis ensuite, la façon dont les enfants sont éduqués, l'activité physique qu'ils font, comment on leur apprend à manger. Et il y a une très grande correspondance avec le niveau socio-professionnel et éducatif des parents pour les obèses, les enfants obèses, mais aussi pour les adultes. Moins on est éduqué et moins on a de revenus, plus on a un risque d'être en situation d'obésité. On le voit bien chez les précaires que nous étudions à l'Institut Pasteur de Lille. Vous êtes en train de dire que le taux d'obésité suit le taux, pas de pauvreté, mais de manque peut-être d'éducation ou de moyens? Oui, c'est tout à fait il y a vraiment une relation très très claire avec le niveau d'éducation, qui est aussi très lié au niveau socio-professionnel. Et, euh, et donc, c'est une maladie qui, dans nos pays, est quand même une maladie liée à la pauvreté, à la précarité. Mais si vous êtes là, professeur Frogel, c'est qu'avec votre équipe, vous avez identifié une nouvelle forme rare d'obésité infantile d'origine génétique. Des chercheurs qui trouvent. Qu'avez-vous trouvé? Expliquez-nous. Alors nous, ça fait une trentaine d'années qu'on travaille là-dessus. On avait trouvé les premiers gènes d'obésité et on en a trouvé beaucoup depuis. Notre objectif, c'est de trouver ensuite des prises en charge, d'abord de comprendre, parce que c'est différent d'une personne à l'autre, et deuxièmement d'avoir des médicaments. Et je suis très heureux il y a maintenant en France sur le marché un médicament, hélas d'origine américaine et donc cher, qui traite, qui soigne très bien une partie des enfants que nous avons diagnostiqués avec une obésité génétique. Et c'est directement la conséquence d'une découverte que mon équipe a faite en 1998. Donc, c'est pas simplement de trouver, c'est d'ensuite que les choses aillent jusqu'à un Ça veut dire qu'en médicament. moins de 30 ans, on a été capable d'identifier, de produire et de guérir. Oui, c'est exactement ce qu'on fait. Ça a été long parce que il y avait des effets secondaires des premiers médicaments qui ciblaient la protéine, le récepteur qu'on avait trouvé qui était aussi au niveau du cerveau. Et puis, il y a une société qui a persévéré, qui a trouvé un médicament et qui est maintenant prescrit dans le monde entier, en tout cas en Europe, aux États-Unis. Et, euh, et ça montre quand même que la recherche médicale,
ça aboutit à des réels progrès pour les patients. Et c'est pas simplement des hommes et des femmes en blouse blanche dans des laboratoires loin de tout le monde, ça a des effets concrets, c'est ce que vous venez nous dire aussi aujourd'hui. Alors vous avez découvert qu'un gène modifie l'appétit, entraîne des troubles neurologiques et une mortalité importante. Oui, ce qu'on montre, c'est que d'abord tous les gènes d'obésité de l'enfant modifient leur appétit. C'est-à-dire ils ne ressentent pas de satiété, ils sortent de table, ils ont faim. S'ils vont à un goûter d'anniversaire, comme tous les enfants, ils rentrent chez eux et ils mangent tout à fait normalement, même si c'était gavé de gâteaux et de bonbons avant. Et ça, c'est vraiment leur problème. Mais hélas, les gènes sont aussi dans le cerveau et peuvent intervenir, pas toujours, mais sur les capacités qu'on appelle cognitives, c'est-à-dire de mémorisation, le comportement à l'école et différentes autres choses, des fois beaucoup plus graves, épilepsie, autre chose. Euh, Avec une mortalité qui, à ma grande surprise, on a publié ça l'année dernière à partir des études au Pakistan où on travaille, qui est de l'ordre de 25% à 5 ans, ce qui est absolument énorme et qu'on n'attendait absolument pas. Rien à voir avec du diabète, c'est des infections, parce qu'on sait d'ailleurs en France depuis le Covid que l'obésité favorise des infections. Et là, ils ont des diarrhées ou des pneumonies. Mais comment vous faites pour vous y retrouver? Parce que c'est tellement multifactoriel. Par exemple, vous venez de citer le Pakistan, les enfants que vous avez étudiés sur place, le taux de consanguinité des mariages là-bas, il est de plus de 50%. Donc on imagine que, évidemment, ça change aussi la donne. Oui, ça change la donne. Il faut savoir que 20% de l'humanité est consanguine. Donc, c'est pas quelque chose. C'est des choses qu'on oublie. Et il y a en France. 20% de l'humanité est consanguine, ça paraît énorme. Oui, mais il y a beaucoup de populations. On se marie avec les cousins. Ça se faisait aussi. Pas dans les pays développés, c'est fini. Non, c'était interdit par l'Église et donc ça ne se fait plus. En tout cas, ça se fait moins. Et je connais quelques exemples, dont une députée, par exemple, Madame Boutin, qui a épousé son cousin germain. Donc, ça se fait encore de temps en temps. Et puis, ça se fait aussi sans le savoir. Quand vous êtes dans un petit village, les personnes ont des liens, pas aussi proches. Donc, il peut y avoir des anomalies génétiques qui se regroupent. Professeur Fourguel, vous êtes l'un des chercheurs les plus réputés au monde pour vos découvertes de gènes responsables de certaines formes de diabète ou d'obésité. Vous êtes aussi un habitué des coups de gueule. On vous a régulièrement entendu. Et alors, j'ai lu, mais votre désarroi en dénonçant la fin annoncée du laboratoire de santé Égide, qui est un institut international de recherche axé sur le diabète, l'obésité et les facteurs de risque associés, ici à Lille, que vous dirigez. Mais quelle est l'importance de ce laboratoire? Pourquoi est-ce qu'il est envisagé de le fermer et quelles en seraient les conséquences? Alors, le gouvernement français donne à ce laboratoire depuis maintenant 16 ans 2 millions d'euros par an. On est 250 personnes dedans. Je pense qu'on a vraiment fait des choses bien. On est sur la carte française vraiment les leaders dans le diabète et l'obésité. Et au niveau européen, un des 2 ou 3 centres les plus importants. Simplement, le président Macron, en 2022, a décidé que cet argent allait être remis aux universités. Et donc, l'université de Lille a décidé qu'elle arrêtait toute subvention au 31 décembre 2025, donc dans 2 mois. Quelles sont les conséquences pour vous et votre équipe? Alors, les conséquences, c'est qu'on aura 2 millions en moins, ce qui est compliqué pour les plateformes. On a des plateformes de génétique, d'autres choses. Et donc, on n'aura plus d'argent, sauf si l'université prend le relais. Pour l'instant, ce n'est pas clair du tout. On a des personnes en CDI ou en CDD et on ne sait pas comment ils vont être payés. Et puis, de manière générale, on avait tout un tas d'activités communes qui ont contribué au fait qu'on était autant en réussite depuis une quinzaine d'années. Et ça, hélas, ça va être plus difficile. Alors, cela dit, on a de l'argent par ailleurs. Nous, on a l'argent européen sur l'obésité, de l'argent, etc. Ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est une question aussi de communauté.
En gros, on nous dit: «Arrêtez de travailler en communauté, Gide, ça suffit, travaillez de votre côté» et je pense que ça risque d'être moins efficace. Mais vous avez aussi dénoncé récemment sur X, je cite, un déclin qui va s'accentuer avec l'abandon de la politique de soutien à l'excellence scientifique, la mise en retraite ou le dénigrement systématique de ces enseignants-chercheurs les plus cités au monde. Qui est-ce qui vous veut du mal? Je pense que, bon, mon habitude à dire ce que je pense, ne me vaut pas que des amis, heu et donc je il y a aussi beaucoup de jalousie. Une chose assez fausse en disant qu'on a détourné tout l'argent, sur le diabète et l'obésité, ce qui est faux. On a amené à peu près 60 millions d'euros de l'extérieur. C'est-à-dire que ça a pas c'est pas, ni l'université, de Lille, ni, le contribuable, d'ici qui a payé. Donc on a amené, une prospérité, on a attiré des gens. Maintenant, on est dans une situation où, nos responsables universitaires veulent passer à autre chose et ils ont bien tort parce qu'il y a pas de génération spontanée en recherche. Il faut, 15-20 ans pour faire quelque chose et on le voit aux États-Unis aujourd'hui, il faut quelques mois pour de tout détruire. Mmh. Professeur Frogel, revenons au sujet aussi, la médecine de précision. Est-ce qu'on s'oriente vers des traitements adaptés au profil génétique de chacun? Est-ce qu'on a les moyens d'ailleurs d'une médecine davantage ciblée, prédictive, préventive, personnalisée et participative? On n'a pas le choix aujourd'hui, on dépense trop en dépenses de santé, on a des effets secondaires, les maladies chroniques, augmentent et nous, les scientifiques, on sait qu'il va falloir arriver vers une médecine, alors on appelle ça de précision, moi j'appelle ça personnalisée, c'est-à-dire connaître les causes des maladies chez chacun et en déduire un parcours de soins propre. Mais c'est pas dangereux et ça créerait pas une médecine à deux vitesses entre ceux qui peuvent se le permettre et les autres? C'est vrai, c'est un risque absolument énorme. C'est pour ça que nous, on essaie de disséminer au maximum et dans nos pays, je pense qu'on devrait s'en sortir. Mmh. Vous avez parlé tout à l'heure de la découverte, au sujet de ce gène et de l'obésité infantile avec, on a parlé rapidement du Pakistan, des enfants au Pakistan que vous avez, aussi suivis, qui ont permis d'échantillonner finalement vos recherches. Est-ce qu'ils ils pourront contribuer, à ce que vous allez trouver? Alors nous, on travaille en France, à Lille, on travaille aussi à Paris, dans d'autres régions de France. On travaille euh, parce que je dirige un consortium européen obélisque sur l'obésité infantile. On travaille en Italie, on travaille en Espagne, on travaille en Pologne, enfin différents pays. Euh, et donc, là, ce qu'on fait au Pakistan, et c'est une population totalement unique au monde. Et nos résultats, on est à peu près les seuls à pouvoir les avoir. Donc ça nous permet de faire des découvertes que personne ne pourrait faire et à partir de là, essayer de comprendre, les conséquences de l'obésité, les causes et imaginer de nouveaux traitements et c'est vraiment ça qu'on fait. Pour donner l'exemple de celui qu'on vient de publier, on s'est aperçu qu'en étudiant, en faisant de la science biologique, que ça ressemblait un petit peu à ce qui se passe dans un syndrome bien connu qui s'appelle le syndrome de Prader-Willi. Il y a 2000 personnes en France qui ont ça. Ils avaient à peu près la même chose. Là, c'est une anomalie du chromosome 15. Voilà, du chromosome 15 et ils ont à peu près la même chose. Or, il y a un traitement qui vient de sortir aux États-Unis qui s'appelle le diazoxide, qui est quelque chose qui a été connu depuis 40 ans, et qui diminue l'agressivité de ces enfants. Et donc, le fait qu'ils aient vraiment... ils ont tellement faim qu'ils ont mal et qu'ils agressent leurs parents, c'est très, très difficile pour les parents, pour les aidants. Et ça devrait pas permettre d'améliorer leur vie et probablement diminuer aussi leur poids. Donc, ça veut dire que cette découverte-là pourrait conduire, en tout cas en théorie, à ce qu'on puisse utiliser un autre médicament qui était fait pour une autre forme pour améliorer ces enfants-là. Pourquoi vous dites en théorie? En théorie, parce que mon grand malheur, surtout le grand malheur de ces enfants pakistanais, c'est que je n'ai pas réussi, et mes collègues internationaux n'ont pas réussi à convaincre
les industriels de médicaments, ceux qui vendent très, très, très cher ces médicaments dont on parle partout, de donner, parce qu'il faut le donner, parce ce sont des gens qui ne peuvent pas payer, donner des médicaments pour 200 à 300 enfants au Pakistan qui en ont vraiment besoin. Donc ils auront donné pour la recherche qui ne leur a pas rendu. Exactement. Et donc, moi, je pense que d'un point de vue moral, c'est quelque chose qui me pèse énormément. J'ai un peu l'impression qu'on les exploite et il n'y a aucun retour réel pour ces enfants et leurs familles du Pakistan. Philippe Frogel, alors je ne vous ferai pas l'affront de vous dire que dans certains secteurs d'activité, vous auriez peut-être déjà l'âge de la retraite, mais quand vous direz-vous qu'il faut laisser la place aux jeunes? Alors, selon l'arrêté que j'ai reçu, je devais partir à la retraite de France le 1er septembre 2026. J'ai demandé à bénéficier de la loi Macron pour rester 1 an, 7 mois et 14 jours de plus, jusqu'à mes 70 ans. Ça m'a été refusé en disant que j'étais remplaçable. Bon, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est pas tellement qu'on dise, bah, écoutez, vous êtes vieux et puis on a besoin de votre poste. Ça me paraît tout à fait entendable. Ce qui m'embête, c'est que le gouvernement, le président de la République, a mis une loi disant que les fonctionnaires, comme moi, qui sont très actifs, pourraient rester le jour de leurs 70 ans. Simplement, c'est l'employeur qui décide comme il veut. Et donc, on est dans un arbitraire où des fois ils disent oui, le plus souvent ils disent non. Et ça a conduit à une grande frustration et à de la colère. Et donc, c'est typiquement le genre de choses qu'on a vu en France depuis 2017, ce genre de loi ou de propositions du président qui font plaisir à tout le monde, sauf qu'elles sont inappliquées ou inapplicables. Et ça m'énerve. On parle de l'emploi des seniors. Il faudrait peut-être aussi aller jusqu'au bout si on fait ça et on les permet de rester. Professeur Philippe Frogel, merci d'avoir pris le temps de venir Merci témoigner à ce beaucoup. micro. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France.